Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui s'efforce de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, évolue vers son ultime perfection. Cette perfection, c'est pour schématiser l'accession au paradis universel. Voilà, donc il faudra encore quelques siècles d'évolution, mais nous sommes sur cette route-là. On évolue vers cette ultime perfection de façon inconsciente. On n'en est pas réellement conscient encore. L'humanité n'a pas encore pris conscience de ce qu'elle construit inconsciemment. Mais on n'est pas loin de cette prise de conscience, à mon sens. C'est quelque chose qui doit arriver bientôt, je pense. Voilà, parce que tout se prête à cette nouvelle prise de conscience. L'humanité, on a hissé la conscience de l'humanité à l'idée de village planétaire, donc d'universalité. On a construit toutes les structures pour fonctionner de façon universelle. L'ONU, l'UNESCO, l'OMS, l'OMC, l'Organisation mondiale du travail, du tourisme, etc. Donc les structures pour fonctionner universellement sont là. Donc la prise de conscience que nous allons vers cette universalité et qu'il va falloir se poser la question pourquoi nous allons vers cette universalité, qu'est-ce que l'humanité intuitivement veut mettre en avant. Et selon ma théorie, selon mon analyse, c'est une perfection, on pourrait dire spirituelle, faut le dire comme ça, c'est-à-dire l'accession à la sagesse, à toutes les valeurs dont parlent les grandes religions et toutes les religions, toutes les spiritualités, même les spiritualités dites premières qui sont à l'origine des grandes spiritualités. Elle parle de sagesse, elle parle de maîtrise, elle parle et puis d'une puissance d'humilité, parce que quand on croit qu'il y a un principe créateur, l'homme, il n'est pas tout puissant. C'est pas ce qui est tout puissant, c'est le principe créateur. Voilà. Alors, souvent, je trouve des bouquins je sors des bouquins du pilon parfois. Et là, j'ai trouvé ce livre de Jean-François Revel, La grâce de l'État, qui a été écrit en fin 1981. Donc, le socialisme avait déjà, le 6 novembre, il a été publié. Le socialisme avait été, depuis mai, il était en place. Et il y a un chapitre, donc je l'ai un peu picoré, tout simplement. Hein, c'est pas, j'ai pas lu le livre, mais j'ai regardé un petit peu les chapitres. Et il y a deux chapitres qui m'intéressaient. Il y en avait un, c'était sur les nationalisations, intéressant. J'ai picoré aussi. Et l'autre sur l'information, de l'information d'État au dirigisme culturel. Donc, si on lit un peu comme ça, en diagonale, je connaissais pas Jean-François Revel, mais je pense que c'est assez réactionnaire. C'est plutôt droite, plutôt libéral, plutôt ultralibéral. Et donc, il y a quand même quelque chose, voilà, un esprit critique assez intense sur le socialisme de l'époque. Et alors, le socialisme, à cette époque-là, donc, s'est imposé, autant que je me souvienne, en disant qu'il fallait libéraliser, il fallait libérer les médias, il fallait les libérer de l'oppression de l'État. Chose qui était logique pour donner aux citoyens une information qui était libre, qui était écartée des puissances de l'État. Mais je pense que déjà, dès le début, TF1 avait été privatisé. Je pense que à l'époque où Jean-François Revel écrit, il y avait déjà eu des privatisations dans l'audiovisuel. Et alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a quand même
quelque chose que... Bon, je vais le lire et je vais commenter un petit peu. Je vais lire juste un petit peu le début. Donc, le raisonnement dont je viens de dégager le schéma sert aussi de base à la politique socialiste de l'information et de la culture. Dans un premier temps, les socialistes annoncent qu'ils veulent affranchir l'information, puisqu'il va de soi qu'elle était servile, on va dire, sous les régimes de droite. Ils se sont fait élire aussi sur ce programme-là, François Mitterrand. Donc, sur le fait de libérer les informations. Elle était servile sous le régime de droite et qu'elle accède à la liberté grâce au régime de gauche. Et le pouvoir et l'argent devront respecter son indépendance désormais. Alors, voilà, le pouvoir et l'argent. Le pouvoir de l'argent, le pouvoir et l'argent. Le pouvoir et l'argent. Attention, c'était bien précisé. Donc, il y avait une véritable conscience, quelques mois après l'élection de François Mitterrand, donc du gouvernement socialiste, qu'il fallait libérer les médias du pouvoir politique et du pouvoir de l'argent. Donc, qu'elle accède, voilà. Et le pouvoir et l'argent devront respecter son indépendance désormais. Dans un deuxième temps, on postule que l'ennemi principal de la liberté d'information est l'argent. Là, tout de suite, ils ont commencé à comprendre, à réaliser que libérer les médias, vendre, offrir en fait les médias à l'oligarchie, puisque c'est des oligarques qui ont commencé tout de suite à acheter les médias. C'était pas... si on avait véritablement voulu offrir les médias au peuple, ben c'était la puissance du peuple qui payait les médias. Et à ce moment-là, les médias étaient totalement libres. C'est-à-dire que, bon, ben, c'était conserver en fait ce que chacun d'entre nous donnait comme taxe pour l'audiovisuel, une centaine d'euros, je pense, quelque chose comme ça. Et ça devait couvrir les frais, normalement, des médias, et donc les laisser complètement libres, et du politique, et de l'argent, et des puissances de l'argent. On voit bien que ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. En offrant les médias aux privés, et aux plus riches des privés, donc aux oligarques qui, je suppose, cotisent au MEDEF, donc au patronat, font partie du patronat. C'était directement donner ces médias au patronat. Donner TF1, puis plus tard CNews, BFM, etc. Et on voit très bien ce qui se passe quand c'est le patronat qui tient ces médias, qui tient les médias. On est en plein dans ce genre de choses. Donc ça m'étonnerait que les socialistes d'alors ne se soient pas posé la question de qu'est-ce qu'il allait se passer en donnant les... Ou alors, ils étaient très naïfs. Bon, ou peut-être ils pensaient que c'était une bonne chose, mais je pense que pour la plupart des Français, quand ça s'est privatisé, quand il y a eu les radios libres, etc., ça donnait une sorte de souffle de liberté. On a tous cru à la liberté, sauf que derrière ça, c'est pas la liberté qui s'est présentée du tout. Donc voilà, on mentionne bien pour mémoire, là il parle des socialistes, les dangers d'immixtion du pouvoir politique en jurant aussitôt qu'il ne saurait en être question sous un gouvernement de gauche et que du reste, on y a déjà paré. Donc il fallait plus que le politique s'immisce dans les médias et ils y avaient soi-disant paré. On voit bien que c'est pas possible et en réalité, comme c'est la droite qui a pris le pouvoir, comme les médias ont été donnés aux oligarques, qui se sont organisés pour que ce soit des gens de droite, soit des gens, même quand c'était la gauche, qui étaient favorables au patronat, qui soient élus grâce à ces médias-là. Et à partir de là,
eh bien, le politique a investi, les médias. Et là, on voit bien que la droite, elle a le vent en poupe dans ces médias, privés. Et la droite, c'est la droite qui a table servi dans ces médias, et puis la droite plutôt réactionnaire, on va dire. Subsiste par conséquent dans la pratique la menace du seul argent. Voilà. Donc pour les socialistes de cette époque-là, donc 3-4 mois après leur élection, la seule menace qui restait, c'était la menace de l'argent dans les médias. Puisque eux se disaient, ben voilà, nous on n'interviendra plus à la télévision, sur les télévisions, on n'imposera plus les trucs, et on voit bien que c'est pas ce qui s'est passé, même sous Mitterrand. Donc il y a un problème derrière cette chose-là. Les dominants ne peuvent pas lâcher les médias, ils n'y arrivent pas, il va falloir trouver une solution pour qu'ils les lâchent. Mais pour l'instant, de façon consciente, ils ne peuvent pas. Même s'ils disent qu'ils vont le faire, au final, ils ne peuvent pas le faire. Dans un troisième temps, on conclut, parce que la peur est grande, on conclut que la tutelle de l'État sur les moyens d'expression doit s'étendre et se renforcer, puisqu'il est le seul pouvoir assez fort pour contrecarrer celui de l'argent. Donc, au final, il donne les médias aux puissances de l'argent. Et pour contrecarrer cela, il faut que les politiques, que la gauche, renforce son autorité pour pouvoir neutraliser en fait cette puissance de l'argent. Le passage à l'information d'État est ainsi justifié à l'aide d'argumentations démocratiques. Bon, là on voit bien que Jean-François Revel, ce qu'il veut, c'est que tout soit que tout appartienne au privé, en fait, hein, que ça soit que les médias appartiennent tous au privé, et sans réfléchir réellement aux conséquences. Sur ce point encore, je me reporte au texte préparatoire du Congrès de Valence, puisque c'est le premier document doctrinal élaboré par le Parti socialiste en tant que parti de gouvernement, et donc destiné non à la contestation, mais à l'application. Donc, c'est le Congrès de Valence, c'est quelque chose qui a dû se passer entre mai 81 et novembre, la date de parution de cet ouvrage. Donc, ça devait être le premier point qui devait être fait par la gauche au pouvoir pour dire, voilà ce qui se passe et qu'est-ce qu'il faut faire, une analyse des choses qui étaient à faire. Les membres du comité directeur qui l'ont rédigé commencent par fixer l'objectif et désigner le péril. Deux points, ouvrez les guillemets. Un effort immédiat doit être engagé pour que soit enfin respecté le droit des Français à l'information. Une nouvelle déontologie de la communication est nécessaire dans laquelle l'information et la production seront libérées des contraintes du pouvoir et de l'argent. Donc ils n'avaient pas créé une déontologie, ils sont arrivés au pouvoir avec l'idée on va tout libéraliser et après on verra. Et en fait là, la déontologie se mettrait en place après. Elle y est certainement cette déontologie, mais on voit bien à quel point elle est complètement submergée et à quel point ça commence à peine à venir. Ils ont enlevé CNews, ils ont, voilà, ou je ne sais plus quelle chaîne, pardon. Voilà. Ils commencent à s'intéresser à la déontologie, mais c'est tout nouveau. C'est quelque chose qui arrive à peine. Donc ça fait quand même entre 80 et aujourd'hui, ça fait 40 ans. 40 ans de médias qui appartiennent aux oligarques, donc au patronat, donc au MEDEF. Ben, on voit ce que ça a donné comme ambiance. Hein. Si les extrêmes sont montés au pinacle, si la droite elle est devenue complètement farouche, si on n'a plus le droit véritablement à la parole, si le peuple est maltraité dès qu'il essaye de faire valoir ses droits, si les acquis sociaux se sont
complètement effondrés, s'ils ont été pillés, ravagés en 40 ans, ben, c'est juste parce que ça s'est fait sans que personne puisse dire quoi que ce soit, sans que le peuple soit informé réellement et un moyen de pouvoir aller contester, dire quelque chose. Le seul petit moment de contestation où le peuple a pu s'exprimer, c'était sous les Gilets jaunes, ça a duré quelques mois. Et on voit comment le retour à l'ordre a été vite imprimé. Donc voilà, je vais arrêter là pour cette vidéo, mais on voit que là, il y a un problème. Ça veut dire que les socialistes qui arrivent n'avaient pas préparé correctement le boulot, et sur une chose fondamentale, parce que s'ils avaient lu Gramsci, ils auraient compris à quel point l'information, c'était quelque chose de majeur. Et ça faisait déjà longtemps que l'information, elle était majeure pour les Français. Il y avait un paquet de personnes qui avaient déjà la télévision dans les années 80. Tout le monde avait la télévision. Donc, il y avait vraiment... Il y a quelque chose il y a vraiment du laxisme qui a été fait. Et maintenant, ben, il faut pédaler dans la semoule pour rectifier toutes ces 40 ans qui ont été laissés à l'oligarchie. Et l'oligarchie ne va pas lâcher les médias aussi facilement. Le MEDEF ne va pas lâcher les médias aussi facilement que ça. C'est clair que la lutte, elle va être extrêmement dense, extrêmement dure. Et elle commence à peine. Donc, il y a quelque chose à réfléchir avec tout ça. Voilà. Mais, comme d'habitude, si ça s'est déroulé comme ça, c'est que ça devait se dérouler comme ça. Par rapport à ma théorie sur la mécanique universelle, tout ce qui se fait devait se faire ainsi. Donc, il fallait passer par ces 40 ans de suprématie oligarchique voilà, pour faire... L'humanité devait passer par cette mondialisation féroce, par cette mondialisation décomplexée, par ce néolibéralisme, etc. Et maintenant, je pense qu'on va commencer à pouvoir passer sur autre chose. Je pense qu'il va y avoir une véritable révolte universelle sur la façon dont les choses sont gérées au niveau mondial. Voilà, je vais arrêter là. Si vous pensez que ces vidéos ont un peu d'intérêt universel, ben vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net. Voilà, je vous remercie de votre bienveillance et de votre écoute, même silencieuse, je le ressens. Merci, au revoir.